En tant que futur parent, faire des enfants, c'est pas forcé. Et ça, je regarde droit. Je regarde droit devant la caméra. Faire des enfants, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. Parce que faire des enfants pour faire des enfants, non. Faire des enfants lorsqu'on ne sait pas ce qu'ils vont manger, lorsqu'on n'est pas en mesure de les protéger, lorsqu'on n'est pas en mesure d'assurer le minimum pour eux sur le point de vue juridique, santé, sanitaire, ce n'est pas nécessaire. Les enfants, ce ne sont pas des jouets. Protéger les enfants, ce n'est pas... En fait, c'est un devoir. Pour les adultes, c'est une obligation. En tant que parents, en réalité, les enfants nous ont rien demandé. On a décidé qu'à deux, on va se lever, qu'on va pondre des enfants. Lorsque vous entrez dans telle catégorie, vous allez à l'hôpital, tel panier de soins est gratuit. Donc, on a mis en place le H, on a dit qu'il y a un panier de soins gratuit. Le paludisme d'enfants de 0 à 5 ans est pris en charge gratuitement. C'est des choses qui existent, mais puisqu'on ne communique pas au niveau des populations à la base, elles ne savent pas. Donc, pour elles, pourquoi je vais me gêner? Autant prendre mes plantes derrière et puis guérir. Mais il y a aussi les questions d'accessibilité. L'hôpital principal, il est où? Il est à des kilomètres. Donc, après, on se dit, même si je sais que c'est gratuit pour aller là-bas, autant faire les soins que je fais d'habitude qui ont toujours marché. Donc, il y a beaucoup de déconstruction à faire au niveau des populations, mais aussi, il y a aussi le fait que dans du plaidoyer, on demande à nos dirigeants de vraiment expliquer, de communiquer, de vulgariser, pour qu'ensemble, ceux d'en bas sachent qu'il y a quelque chose en haut et qu'on puisse chercher ensemble pour le développement du pays. Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la Fondation Morel. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de l'enfant africain prévue le 16 juin de chaque année, nous abordons le thème de cette année qu'est la planification et la budgétisation des droits de l'enfant, les progrès depuis 2010. Ce thème semble un peu technique, c'est vrai, mais il faut savoir que derrière chaque ligne budgétaire, il y a un enfant, il y a des campagnes de vaccination, il y a des salles de classe. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre ce thème plus clair et accessible à tout un chacun de nous. Pour cela, j'ai avec moi 3 invités. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Astrid Djidjoro. Je suis chef de projet senior dans une agence de communication digitale. Je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est lifestyle, bien-être et santé mentale. Et je suis maman de 2 petites princesses. Okay. Bonjour, je m'appelle Omontola Onibon, je suis juriste spécialiste dans la protection de l'enfant et je suis également éducatrice. Bonjour à toutes et à tous, je suis Asmodel Cariel Bankole, assistant social de base et gestionnaire de projet. On commence tout de suite par la première question. Et pour vous, que signifie concrètement planification et budgétisation des droits de l'enfant ? Alors, pour moi, concrètement, ce que ça signifie, déjà, c'est le fait de reconnaître, d'acknowledge que les enfants ont des droits universels qui sont valables partout dans le monde, qui sont applicables dans tous les pays. Et qui dit droit des enfants, quels que soient ces droits-là, dit bien évidemment planification, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut juste pas se lever malheureusement et faire appliquer certains droits dans certains pays ou dans certaines localités. Certains droits en particulier demandent notamment beaucoup de moyens, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens humains. Et donc tout ça, selon moi, c'est quelque chose qui se prépare, qui se met en place comme n'importe quel projet. Et c'est ce qui permet en tout cas la bonne organisation et le bon fonctionnement qui permet justement de donner accès chaque jour, chaque année, chaque mois à plus d'enfants à leurs droits qui sont censés être fondamentaux, mais malheureusement que les enfants n'ont pas toujours, notamment en Afrique et en particulier au Bénin. Okay, merci. Pour enchérir ce que Astou a dit, pour moi, planifier, budgétiser, c'est passer de la phase promesse à la phase action. Donc, on a souvent des dirigeants à la tête de nations qui font des promesses, qui pendant les campagnes et tout ça promettent des trucs, mais qui n'arrivent pas à concrétiser essentiellement ces promesses-là. Donc c'est vraiment s'asseoir, mettre l'enfant au cœur
des plans, des planifications, des discussions, voir vraiment quels sont les besoins et voir de manière concrète comment est-ce que ces besoins-là peuvent être pris en compte à travers des lignes budgétaires et d'autres actions. Voilà. Alors, je pense que tout a été dit, mais je vais faire un petit complément pour rester dans le contexte des droits des enfants. Je pense que la planification va être tout simplement la capacité à définir des objectifs et des stratégies pour faire respecter les droits. Et la budgétisation va être maintenant cette façon-là qu'on va faire de mettre des ressources financières à disposition pour réaliser. Donc, on peut dire pour moi, les deux se nourrissent puisque la planification permet d'élaborer un budget et le budget va permettre maintenant de mettre en œuvre le plan. Voilà. D'accord, merci. Tout à l'heure, j'aimerais rebondir sur les propos de Madame Astou. Effectivement, on remarque que les enfants africains et surtout béninois peinent à bénéficier de ces droits-là. Et pour vous, quels sont les droits fondamentaux que vous pouvez souligner? Je dirais, pour moi, il y en a 4. Déjà, quand il naît, il y a le droit à exister en fait, à avoir une identité. Qu'on le croit ou non, il y a beaucoup d'enfants dans les zones rurales qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont aucun papier, qui concrètement aux yeux de la loi n'existent pas. Le droit à la santé, parce que j'ai envie de dire, cela coule de source. Le droit à l'éducation et le droit, enfin en tout cas dans les cadres, le droit à la protection. Parce que voilà, on est encore une fois au Bénin. Je pense que quand on dit protection et enfance au Bénin, une des choses qui revient le plus, c'est les Vidomégons, par exemple. C'est un phénomène avec lequel malheureusement on a grandi. Nous-mêmes, on a été enfants, on a vu des enfants être battus, être mis au travail pendant que nous on griffe, on allait à l'école. Donc pour moi, c'est un droit fondamental également. Donc, je dirais également le droit à l'éducation et le droit à la protection. Quand on parle notamment de la protection, bien sûr, on parle des Vidomégons, on parle des enfants battus et tout ça, mais aujourd'hui, également avec l'avènement de l'IA, la parentalité précoce, on se retrouve avec pas mal de parents qui ne savent pas forcément être parents. Donc, quand on parle de protection, on parle également de ça. Qu'est-ce qui est fait pour prévenir des enfants de la délinquance, par exemple, qui vient du fait que peut-être les parents n'étaient pas forcément préparés ou ne savent pas comment encadrer leurs enfants. On parle de l'IA, on parle des influenceurs aujourd'hui qui font ce qu'on appelle en anglais les family vlogs, qui exposent un peu leurs enfants également sur les réseaux sociaux, sans pour autant prendre en compte le fait que les images de ces enfants-là peuvent être utilisées par pardon, quel est le mot que je cherche? Des thank you. Des pédocriminels sur les réseaux sociaux. Donc, en termes de protection, je pense qu'il y a vraiment un vaste champ qu'on peut explorer davantage aujourd'hui. Moi, je dirais, pour compléter, peut-être un peu pour circonscrire, si on prend le dernier rapport de l'UNICEF de 2024, il y a des données assez précises qui nous montrent que, par exemple, il y a le droit à l'éducation. Il y a presque 2 millions d'enfants au Bénin qui ne vont pas à l'école. Lorsqu'on prend les questions d'abus, 8 enfants sur 10 sont victimes de n'importe quelle forme d'abus, donc du non-respect de tout ce qui peut être droit. Et il y a également le droit à la santé, parce qu'on remarque que sur les 1000 premiers jours de l'enfant, par exemple, au-delà de ne pas avoir de noix et tout, ils n'ont pas tout ce qui est supplémentation sanitaire pour survivre au-delà des 1000. Et donc après, un enfant qui grandit, c'est lui qui va subir dans la société tout ce qu'il y a comme problème qu'on rencontre. Voilà. De tout ce que vous avez dit, moi je vais retenir 3 droits. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à la protection contre les abus. Et je m'en vais vous demander, pour vous, est-ce qu'il y a un droit parmi ces 3 droits-là en particulier que vous trouvez prioritaire ou pas? Et aussi, s'il y a une raison à cela, s'il y a une expérience personnelle à cela. Pour moi, les 3 sont prioritaires. C'est-à-dire que oui, je veux bien avoir la santé, mais si un enfant a la santé que derrière qu'il n'a pas l'éducation, qu'il est abusé, au final, la santé, ça lui sert à quoi? Et c'est pareil dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il est instruit, mais qu'il est malade, qu'il ne peut pas se faire soigner parce que les parents n'ont pas de moyens, par exemple, et qu'il est abusé, ça revient même. Donc pour moi, les 3 sont prioritaires.
parce que les trois, en fait, participent à l'équilibre et au bon développement des enfants, tout simplement. Après, bien sûr, en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans dans le monde, certains seront plus prioritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les enfants palestiniens, ils ne cherchent pas l'éducation, ou en tout cas les parents ne cherchent pas forcément l'éducation ou l'abus, ils cherchent juste la santé, la sécurité pour les enfants. Alors que nous ici, tout à l'heure, monsieur a parlé justement de chiffres accablants, on a 2 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. En tout cas, dans un monde comme on est en 2005, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Mais les trois, pour moi, restent prioritaires. Et je peux déjà retenir de ce que vous avez dit, et aussi de ce que vous aviez dit tout à l'heure, il ne suffit pas juste de planifier et de donner des budgets, il faut aussi analyser l'espace dans lequel les enfants se trouvent et adapter ces plans-là et ces budgets-là dans leur sens. Absolument. Alors, un peu comme Assou, je dirais, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais si je devais forcément choisir, je dirais de manière globale le droit à la protection. Parce que dans le droit à la protection, on peut insérer également un peu d'éducation, on peut insérer le droit à la santé. Donc, finalement, les trois sont importants. Okay. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un terme en droit qui, je ne sais plus trop, les juristes vont peut-être trouver ça. En fait, théoriquement, il n'y a pas un droit qui supplante l'autre. Il y a que les droits sont interdépendants. Et comme Mme Astou l'a dit, et en fonction des contextes, on verra que si l'enfant n'a pas tout ce qu'il faut pour être santé, plus loin, il ne peut pas avoir tout ce qu'il y a à l'éducation parce qu'il faut une bonne santé pour aller à l'école. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est aussi le contexte et puis la priorité que nos gouvernements accordent au développement de façon globale et ce qu'on met dans chaque droit pour que les enfants soient demain des adultes épanouis. J'aimerais rebondir sur le droit à la protection contre les abus. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Ça ne concerne pas forcément les enfants placés. Il y a l'avènement de l'IA et la protection des enfants, c'est aussi la protection contre tout ce qui est visuel. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Oui, je pense qu'aujourd'hui, bon, comme je l'ai dit, avec l'avènement de l'IA, il y a pas mal de dangers. Bon, je ne suis pas vieille, d'accord. je voulais dire à mon époque, mais je ne suis pas vieille. Donc, à mon époque, on avait, quand on grandissait, la pornographie dont nos parents nous prévenaient et tout ça, mais aujourd'hui, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de risques inimaginables auxquels les enfants font face plutôt et qu'on ne prend pas forcément en compte parce que nous vivons exactement cette nouveauté-là avec eux. C'est-à-dire que quand on prend par exemple l'exemple des family vlogging que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'excitant, tout le monde veut... Tout le monde est intéressé par les petits-enfants, les petites familles, ces millions et tout ça, mais on ne se rend pas compte forcément des effets que grandir devant une caméra peut avoir. Comment est-ce qu'on distingue, parce que certaines de ces familles-là font travailler les enfants en soi. À quel moment est-ce qu'on distingue le travail de ce qui est fun? À quel moment est-ce qu'on dit que, OK, on a fait une vidéo, on a tourné une vidéo de 8h à 10, je sais pas, de 8h pour un vlog de toute la journée. À quel moment est-ce qu'on distingue, ou le législateur distingue peut-être que l'enfant a travaillé de tel moment à tel moment, puisque le législateur n'est pas dans le contexte, il n'est pas avec les parents, il n'est pas dans la maison. Donc, au-delà de ça, il y a certains parents qui... par mégarde ou peut-être par ignorance, peut-être se retrouvent à poster des photos un peu ou des vidéos des enfants peut-être à moitié nus, en couche et tout ça. Et on ne se rend pas compte, mais il y a des gens vraiment malades sur les réseaux sociaux qui utilisent ces images-là pour créer de la pornographie. Donc, il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on remette en question ce que ces nouvelles tendances-là nous font faire. Parce qu'on peut avoir des cas où les enfants vont maintenant grandir et toute leur vie est exposée sur les réseaux sociaux. Les premières règles de l'enfant, le fait que l'enfant a peut-être échoué au bac, tout ça, c'est des informations qui sont censées être
privés, mais qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et on ne sait pas encore comment est-ce que ça peut les affecter mentalement, psychologiquement et tout ce qui vient avec, donc leur estime de soi également. Donc, franchement... Je me permets de renchérir dessus. Il y a justement, j'ai vu la semaine dernière, une vidéo de Brut. Et en fait, c'est une IA. C'est comme ChatGPT, ils n'ont pas donné le nom parce que bien évidemment, ce serait trop facile. Et en fait, il suffit que je prenne, je ne vais pas dire que les gens prennent la photo d'un enfant sur Internet. OK, ils prennent la photo. Et en fait, à la suite de ça, ils peuvent générer des photos, des vidéos de toutes les sortes possibles. C'est-à-dire que c'est de la même manière qu'on va demander à ChatGPT, génère-moi une vidéo de moi en train de faire ça. Et bien là, c'est spécifiquement pour les enfants. Et les enfants peuvent porter toutes sortes de tenues, peuvent être dans toutes sortes de positions, avec ou pas des personnes adultes en train de faire des choses plus horribles les unes que les autres. Et ça, c'est un truc qui est en expansion et qui, sur le dark web, circule très librement et qui permet du coup d'alimenter de plus en plus les réseaux justement de pédopornographie en ligne, quoi. C'est fou à quel point ça va loin. Oui. Et ça me pousse à poser une question, parce que bon, moi je ne suis pas parent, mais vous non plus. Non. Bon, en tant que parent, je suppose que en tant que parent africain, qu'est-ce que vous faites pour protéger vos enfants contre ce genre de situation? Alors déjà, je ne montre plus. Avant, je faisais des stories avec les filles, j'ai plus des photos, tout ça. Bien évidemment, pas dénudées, pas en couche, etc. Mais je ne le fais plus. De manière générale, je ne le fais plus. Ensuite, même elles, au niveau de... parce qu'elles ont accès, même si ce n'est pas chez nous, avec les grands-parents, aux écrans. Chez nous, par exemple, il n'y a pas de télé. Parce que, à cause des enfants, il n'y a pas de télé. Parce que moi, je me souviens, quand on était jeune, on slidait sur la télé n'importe comment. Donc, il n'y a pas la télé, ça c'est un. Elles n'ont pas le droit de prendre mon téléphone. Elles ont, à la rigueur, un téléphone que j'ai mis à disposition, mais sur lequel j'ai mis un logiciel qui me permet de savoir actuellement tout ce qu'elles font. Elles ont le droit seulement pendant les vacances. Et pendant les vacances, c'est encore 1 heure par jour et encore. Et je peux savoir du coup sur quel site elles vont. Il y a toutes les applications qui sont cryptées sur le téléphone. Donc, à part une application de jeu que je leur ai laissée, les autres, il faut forcément qu'elles aient le code pour entrer. Et en fait, elles n'ont pas le code. Et quand des fois, elles grugent, parce que YouTube, par exemple, je n'ai pas réussi à crypter, mais quand elles vont sur YouTube, j'ai une alerte. Je sais qu'elles sont sur YouTube. Donc, vraiment, et des fois, genre, par exemple, je vais sortir, le téléphone, genre, je vais sortir, le téléphone est là, je reviens, le téléphone est tout là. Et après, je reçois un mail récapitulatif de l'utilisation d'Inaya. Et là, c'est le débrayage. Donc, voilà. Et après, j'essaie de sensibiliser aussi les grands-parents. Parce que les grands-parents sont plus détendus. Voilà. Donc, pas trop de téléphone, pas trop d'écran, etc. Et lorsqu'ils sont sur le téléphone, il faut surveiller ce qu'ils font. Quand ils sont chez ma mère, par exemple, j'ai mon neveu qui est plus grand qu'elle, qui a 12 ans. Qui vérifient systématiquement tout ce qu'elles font lorsqu'elles sont sur la tablette, par exemple. Donc, en tout cas, à mon échelle, et les sensibiliser aussi sur le fait que Internet est dangereux, elles ne doivent pas regarder n'importe quoi. Quand elles voient des trucs qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas OK, elles doivent le dire à un adulte, sinon on n'est pas là, par exemple. Donc, on essaie d'avoir ce dialogue-là aussi avec elles. Et vous, en tant que papa? C'est un gros challenge qu'on vit au quotidien. Je pense que comme Madame Astou, j'ai aussi établi certaines règles. Moi, par exemple, je ne suis pas très réseaux sociaux. Donc, du coup, mes enfants, c'est très rare de voir une photo d'eux en statut ou n'importe où ailleurs. Donc, première chose. Deuxième chose, on comprend avec le temps que ce que tu leur interdis d'avoir accès à la maison, forcément, il y a d'autres façons auxquels ils accèdent quand ils sont avec les camarades à l'école. Et donc, l'élément le plus important, c'est vraiment de discuter avec eux. Vraiment, pour moi, ce que je fais, c'est de discuter. C'est vrai qu'il y a un appareil à la maison qui est avec tout ce qui est code parental et tout. Mais parfois, tu vois, par exemple, des recherches qu'ils font, qu'il faut aller questionner parce que tu te demandes pourquoi tu as fait telle recherche, en fait. Et du coup, tu peux comprendre d'où viennent les réflexions, ce qu'ils cherchent à comprendre. Et parfois, il faut apporter la réponse soi-même et pouvoir dire, moi-même, je ne sais pas, allons chercher ensemble. Et donc, ça crée en eux le sentiment que je peux en parler à mes parents, même si on sait qu'ils ne nous disent pas tout. Mais il faut quand même baliser le chemin pour les amener à s'ouvrir et ainsi de suite. Donc, après, le challenge, il est quotidien, comme j'ai dit, chaque jour. Il y a de nouveaux dossiers, comme on dit, donc il faut s'adapter, quoi. D'accord, je vous remercie pour les tips pour nous, les futurs parents. Donc, je m'en vais poser une question à vous, Monsieur Concordé.
Pour vous, quelles sont les données et les initiatives qu'on peut enregistrer actuellement qui montrent un progrès en matière de budgétisation, de planification des droits de l'enfant? Ok. Je vais dire que dans notre contexte béninois, beaucoup de choses sont faites. Il y a des choses qui sont faites déjà dans le cadre normatif en termes de documents stratégiques et tout. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus pratiques. Quelques éléments clés. Je crois que le Bénin a adopté sa politique de développement sur une vision 2060. Donc 2060, ça a été adopté. Et dedans, les domaines clés dans lesquels le pays va investir déjà en termes de développement global, bien sûr les questions particulières comme les droits de l'enfant, sont mentionnés. Il y a le volet qui va être le volet budgétisé. Alors, l'UNICEF nous dit, ça c'est les données que j'ai pu récolter récemment, qu'en 2022-2024, le Bénin a augmenté son budget sur les secteurs sociaux, éducation, santé, protection notamment. On est passé de presque 41% à 48%. Ça, c'est ce qui est dit. Mais dans la pratique, on est encore en dessous de normes qui nous sont fixées si on veut parvenir à un réel développement. Après, il y a des documents stratégiques qui existent. Il y a la politique holistique de protection sociale qui a été mise en place avec un budget très clair, donc on sait dans quoi l'État va investir. Il y a la politique nationale de protection de l'enfant qui a été revue, donc actualisée et qui a un budget aussi. Et je crois qu'il y a un programme assez innovant, qui est un programme qui est axé sur la lutte contre le mariage des enfants, vraiment spécifique, et qui a aussi un budget. À cela, je vais ajouter vraiment une initiative très, très intéressante qu'il faut louer, c'est la création de l'Institut national de la femme, qui pour moi, au-delà de son nom, inclut beaucoup d'activités de protection de l'enfant qu'on ne reconnaît pas, mais qui vraiment sont sur le terrain. Donc on peut mettre ça sur la table et montrer que depuis un bout de temps, le Bénin fait quand même des progrès vers cette thématique. Donc on enregistre beaucoup de progrès. Oui, on enregistre. Et des progrès à venir. Exactement. Okay. Et pour vous, Madame Annick? Alors, je dirais qu'en termes de loi et de réforme institutionnelle, il y a, comme il a dit, il y a pas mal d'avancées. Au-delà de la Constitution qu'on connaît déjà tous, il y a le Code de l'enfant qui a été révisé en 2015, qui en soi harmonise un peu plus les droits et les devoirs des enfants et qui est maintenant encore plus en conformité avec la Convention relative aux droits des enfants et également la Convention des droits et des bien-être de l'enfant. On a également le Code pénal, encore une fois révisé, si je ne me trompe pas, en 2018, qui lutte davantage contre la traite des enfants, la excusez-moi, la mutilation génitale, et, etc. On a également, qu'est-ce que je peux citer, en termes de réforme institutionnelle, il y a la brigade des mineurs qui existe, il a souligné, il y a l'INF, il y a également, depuis 2020, il y a un code vert, le numéro 138, qui est censé être une ligne gratuite où la population, n'importe qui peut appeler pour dénoncer des violations et tout ça, des droits des enfants. Cependant, je pense que cette ligne verte-là n'est plus opérationnelle. Il y a maintenant un numéro, un 90, je ne me rappelle plus du reste, mais il y a un 90 qui est aujourd'hui opérationnel, mais qui est payant. Donc, c'est un peu nuancé. On peut dire qu'il y a eu des progrès, mais quand on va vraiment à la base des choses pratiques, cette ligne verte-là, par exemple, si elle est payante, je vois très mal, ou je pense que ça peut poser des limites, voilà, ça peut poser des limites à l'usage de cette ligne-là pour justement dénoncer des violations et tout. Et en termes de chiffres ou de base concrète de données sur les réseaux sociaux, en ligne, juste une petite recherche sur Google ne nous permet pas forcément de quantifier exactement quelles sont les avancées. Donc on peut dire que oui, aujourd'hui le Bénin dispose d'un arsenal juridique assez coriace et tout, mais concrètement une personne lambda n'a pas les informations nécessaires pour vraiment vérifier ces données-là. Donc, il y a vraiment encore un manque de vulgarisation, voilà, des progrès qui sont faits. Et j'aimerais renchérir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé tout à l'heure de brigade des mineurs. Même à ce niveau-là, au niveau des institutions qui sont censées aider les enfants, il y a des manquements.
Moi, j'ai remarqué lors de mes recherches que, par exemple, la brigade des mineurs, ils ont des difficultés par rapport aux enfants. Il y a trop d'enfants qui sont ramenés là et ils ont des difficultés. Et je pense que des fois, ils demandent même de l'aide aux orphelinats pour prendre ces enfants-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des progrès, mais je pense qu'il y a des limites aussi qu'on doit essayer de... Et pour vous, Madame Astou, en tant que créatrice de contenu et maman, est-ce que vous trouvez que sur les réseaux sociaux, par exemple, ce sujet-là est en train de connaître une évolution ou est-ce que beaucoup de gens s'intéressent actuellement au bien-être des enfants, aux droits des enfants, etc. Alors, beaucoup de gens, je ne saurais dire parce que ça reste des chiffres qui sont compliqués en termes d'audience. Oui, je vois de plus en plus, enfin, je dirais même pas des influenceurs, que ce soit même des créateurs, c'est limité, mais on va dire de médias. Alors, je vois de plus en plus de médias justement relayer, que ce soit les faits divers, les actus, comment dire, les chiffres, les budgets, les trucs qui sont votés, les lois, etc. Malheureusement, je pense que ceux qui ont accès à Internet et donc qui ont cette voie-là justement pour en parler, ce n'est pas un jugement, peut-être que ce n'est pas la ligne éditoriale, mais pourraient faire plus. Il y a des activistes, bien évidemment, que ce soit sur Internet, que ce soit télé, radio, qui prennent la parole. Mais en fait, c'est vraiment leur cœur de métier. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que justement de plus en plus d'influenceurs, de créateurs généralistes, si je peux dire ça, prennent la parole. Moi, j'ai eu l'opportunité de prendre la parole à divers moments grâce à des associations, grâce à UNICEF, grâce à des associations qui luttent justement pour tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce canal-là par lequel passer. Et il faut dire qu'en fonction des sujets, ça peut être plus ou moins touchy. Les gens ont peur parfois de prendre la parole sur ce genre de sujet, de peur d'être catalogués, de peur d'être, censurés. Parce que vous savez, en fonction des sujets sur les réseaux, il y a des sujets qui sont tabous et pour lesquels on censure. Ça a l'air tout bête, mais si aujourd'hui en story, je mentionne la Palestine, le lendemain, mes stats chutent de 3 ou divisé par 3, divisé par 4. J'ai fait le test plusieurs fois. C'est compliqué. Est-ce que pour autant ça m'empêche d'en parler? Non, mais c'est embêtant quand même. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est vraiment d'avoir plus d'activités, plus d'ateliers qui soient accessibles justement à ces jeunes-là qui ont la parole. Parce que ça n'a l'air de rien, mais je prends un exemple tout bête. Nos tatas, elles sont tout le temps sur TikTok, elles sont tout le temps sur Facebook, elles sont sur WhatsApp. Si je fais une vidéo, par exemple, que je mets en statut WhatsApp, sur Instagram, etc., une tata qui n'est pas forcément concernée par le truc va se dire « Ah bah tiens, ça c'est possible, ça existe, on peut faire ça ». Et vu qu'en plus les tatas aiment bien partager les trucs, tu envoies les diffuseurs, partage à tout le monde. Ouais. Et c'est comme ça, c'est par les jeunes que ça va toucher les autres. Et ça n'a l'air de rien. Mais une dame qui voit une autre maltraiter un enfant, par exemple, parce qu'elle a eu ce message-là inconsciemment ou non, peut se lever, prendre la parole, protéger l'enfant. Et donc, je pense que il faut déjà que ça vienne de nous-mêmes parce que en tant que privilégiés, on oublie qu'on a été enfant. Sauf que les enfants ne peuvent pas se défendre, c'est les enfants. Donc, c'est qu'on puisse justement tous, prendre ce rôle-là de porte-parole, de défenseur et créer du contenu, quelle que soit la forme, pour justement sensibiliser sur les questions. Merci beaucoup. Donc, moi, je retiens que ce soit du côté institution, également du côté digital, les créateurs de contenu peuvent faire un petit effort pour parler des enfants, même si ce n'est pas leur ligne éditoriale. Essayer de parler des enfants et ça permettra de toucher leur communauté et ainsi de suite. La prochaine question pour moi, c'est vrai, il y a des plans, il y a des budgets qui sont alloués à ces plans-là, mais on constate que les enfants démunis, les enfants, on voit beaucoup d'enfants dans la rue, des enfants en situation précaire. Je pense qu'ils ont une difficulté à bénéficier de ces droits-là, surtout le droit à la santé. Pour vous, c'est dû à quoi? Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour ces enfants-là? Ok. La santé, c'est dû à quoi? Déjà, le manque de moyens.
qu'on le veuille ou non, quand bien même ce sont les hôpitaux publics, la santé au Bénin, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'aller dans beaucoup de villages. Quand on est à Cotonou, quand vous allez au CNHU, il y a des fois où on ne vous soigne pas parce que vous n'êtes pas capable, là, tout de suite, de sortir l'argent. Pour moi, c'est un truc, ça vraiment... C'est incroyable, ça n'a pas de sens. Oui. Donc, il y a déjà le manque de moyens. Il y a le manque d'infrastructures. Parce que plus vous allez sortir de Cotonou et plus vous allez aller dans le fin fond du Bénin, moins les soins en termes d'infrastructures seront accessibles. Par exemple, il y a des femmes dans le Bénin, même à Cotonou, qui n'ont jamais fait d'échographie avant d'accoucher. Moi, c'est un truc que je ne savais pas forcément parce que pour moi, c'est la base. Alors que non, pas du tout, parce que c'est cher, parce que c'est loin. Qui a envie de marcher 1 heure juste pour aller faire une échographie, revenir encore 1 heure, même si on aime le sport, il y a des limites. Il y a la sensibilisation. La sensibilisation qu'on peut faire, c'est-à-dire que au niveau des sociétés civiles, il y a un travail à faire sur le fait que c'est important de faire vacciner. C'est important, lorsqu'il y a des petits, de voir le médecin. Quand on avait fait justement une campagne avec l'UNICEF, c'était ça l'objectif. On a fait plusieurs villes du Bénin pour aller sensibiliser sa vaccination, vacciner les enfants. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui... En fait, vous êtes des extraterrestres, de quoi vous parlez? C'est quoi la vaccination? Oh, c'est bon, on ne veut pas. Et ça a été vraiment un gros travail derrière d'expliquer pour le pourquoi du comment. Et à la fin, bien sûr, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc, ils comprennent. Mais si le message ne vient pas à eux, ils ne sauront pas, en fait. Donc, c'est ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais de manière globale, oui, c'est ce que, en ce qui concerne la santé, oui. Okay. Et pour vous? Oui, moi j'ai un regard, je dirais que j'ai un regard déjà holistique sur ce qui existe, et puis il y a le regard opérationnel que Mme Astou vient de donner. Et je pense qu'aux deux niveaux, il y a de gros soucis. Au niveau du regard holistique, Madame l'a dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des lois, de dire qu'il y a du budget et tout et tout. Mais moi, je sais par expérience que débloquer un budget, débloquer une ligne pour une activité, c'est pour essayer de passer l'année qui suit, en fait. Ça fait un. Parfois, on vous dit que la ligne est créée, mais on va vous dire qu'elle n'est pas créditée. On vous dit que la ligne est créée, mais il n'y a pas encore d'argent dessus. Donc, on peut vous dire qu'elle est créée pour faire de la politique, mais quand vous dites on a besoin de l'argent, on va vous dire ah non, la ligne n'est pas encore créditée. Donc, il y a ce gros goulot-là entre vraiment le dire et puis ce qui est. Mais il y a aussi le niveau où les bénéficiaires n'ont pas l'information que ce genre de truc-là existe pour ne serait-ce qu'en griffe revendiquer. Parce que je pense, comme elle a dit, si on sensibilise assez, qu'on déconstruit des choses, les bénéficiaires peuvent demander des choses qui sont les leurs, puisqu'on leur a dit que ça existe. Donc, elles peuvent faire le pas pour dire aujourd'hui, nous pouvons revendiquer. L'autre côté maintenant, c'est le côté opérationnel, puisque lorsqu'on ne sait pas, on ne fait pas les démarches qu'il faut pour aller vers. Moi, je peux vous dire qu'il y a des fonds dans les hôpitaux pour soigner les personnes indigentes. C'est-à-dire quand vous allez et que le service social décrète que vous n'avez pas les moyens, on vous prend en charge gratuitement. Oui, mais les gens ne le savent pas. Donc, voilà, typiquement. Les gens ne le savent pas. Donc, du coup, ils ne font pas la démarche parce qu'on ne leur a pas donné l'information pour leur dire que lorsque vous entrez dans telle catégorie, vous allez à l'hôpital, tel panier de soins est gratuit. Donc, on a mis en place le H, on a dit qu'il y a un panier de soins gratuit. Le paludisme d'enfants de 0 à 5 ans est pris en charge gratuitement. C'est des choses qui existent, mais puisqu'on ne communique pas au niveau des populations à la base, elles ne savent pas. Donc, pour elles, pourquoi je vais me gêner? Autant prendre mes plantes derrière et puis guérir. Mais il y a aussi les questions d'accessibilité. L'hôpital principal, il est où? Il est à des kilomètres. Donc, après, on se dit, même si je sais que c'est gratuit pour aller là-bas, autant faire les soins que je fais d'habitude qui ont toujours marché. Donc, il y a beaucoup de déconstruction à faire au niveau des populations, mais aussi, il y a aussi le fait que dans du plaidoyer, on demande à nos dirigeants de vraiment expliquer, de communiquer, de vulgariser, pour qu'ensemble, ceux d'en bas sachent qu'il y a quelque chose en haut et qu'on puisse chercher ensemble pour le développement du pays. Voilà, c'est ce que je peux dire. Okay. J'aimerais vous retourner la question, mais remodeler avec un exemple. Lors de mes recherches ou avec un des orphelinats avec lequel on travaille, la directrice me faisait part, par exemple, du fait qu'un jour, il y avait un orphelin qui était malade
elle est allée auprès des centres de santé, mais plusieurs centres de santé les ont rejetés parce que c'est un orphelin. Elle avait plusieurs papiers à remplir, elle avait même des conditions à remplir et elle s'est démerdée. Il a fallu qu'elle... Alors quand l'enfant est malade, est-ce que, vous, en tant que juriste, est-ce que c'est... Il y a des budgets, comme vous l'avez dit, qui permettent aux enfants, ceux qui n'ont pas de situation, de bénéficier de ces soins-là, mais ils doivent remplir des conditions avant de bénéficier de ces soins-là. Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faudra repartir en arrière et revoir quelles conditions ou qu'est-ce qui a été mis en place par les autorités elles-mêmes pour les personnes dans les besoins. Parce que ce n'est qu'en tenant compte de ça qu'on verra si les conditions s'appliquent pour que cet enfant-là ait droit aux soins en question. Maintenant, du point de vue juridique en général, cet enfant-là ne devrait pas se retrouver dans une situation où on lui refuse les soins tout court. Okay. Maintenant, il faut quand même repartir à la base, voir quelles sont les conditions de base. Parce que si ces conditions-là ont été décrétées ABC et que cet enfant-là, malheureusement, ne remplit pas les conditions, malheureusement, les agents de santé en face n'auront pas d'autre choix que d'appliquer ce qu'on leur a demandé d'appliquer. Alors que normalement, quel que soit alpha, cet enfant-là ne devrait pas, puisque c'est un droit fondamental. Donc, cet enfant-là ne devrait pas se retrouver à souffrir parce qu'il ne remplit pas les conditions. Donc, s'il faut repartir encore vers les autorités et voir qu'est-ce qu'elles font. Je vais faire un petit complément par rapport à ça. Je pense, et ça c'est un avis à la fois personnel et professionnel, je pense que les agents de l'État aussi, je pense qu'il y a un travail qu'on doit faire à leur niveau. Absolument. Parce que parfois, on veut appliquer les règles, mais parfois, il y a une vie à sauver. Qu'est-ce qu'on choisit? Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut aussi faire un travail à leur niveau. En plus, on dit que c'est un orphelin qui, s'il y a tous les documents qui disent qu'il est dans un orphelinat, le mieux à faire, c'est déjà de commencer à donner les soins en attendant qu'on réunisse tout ce qu'il faut. Donc, je pense qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire à leur niveau parce que parfois, les règles sont là, mais c'est eux encore qui s'asseyent dessus et qui ne les appliquent pas. Voilà. Donc, il y a un souci de sensibilisation et de communication avec les citoyens. Ouais. Okay. J'ai une dernière question pour tout le monde. Quelle action concrète chaque groupe de personnes, chaque type de groupe de personnes, si je peux m'exprimer comme ça, peut initier à leur niveau pour améliorer les conditions de vie de ces enfants, des enfants en général, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs droits. En tant que créatrice de contenu, en tant que juriste, moi en tant que citoyen, vous en tant que papa par exemple. Moi, je pense que tout le monde a un rôle à jouer selon les différentes échelles auxquelles on se trouve. Je pense que l'État, ça va peut-être être utopique de le dire, mais l'État a déjà l'obligation de garantir que l'ensemble des politiques qu'il a mis en place et votées soient effectivement exécutées. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a aussi s'assurer que dans les politiques qu'on a votées, qu'il y ait vraiment une bonne marge financière pour les bénéficiaires. On peut vous faire une grosse politique que 90% aillent dans du fonctionnement et que 10% n'aillent que pour les bénéficiaires. Donc, c'est vraiment aussi s'assurer qu'on cible vraiment les personnes qui ont besoin du service et que les ressources qu'on alloue vont dans ce sens. Ce n'est pas pour acheter les grosses voitures, pour les frais de mission, rien, ça n'arrive pas. En fait, c'est souvent ce qu'on observe. Quand on vote, tu vois, tout le monde sort avec les grosses voitures, après on va tout le temps sur le terrain en mission. Mais après, le bénéficiaire, l'enfant, qu'est-ce qu'il reçoit? Donc, je pense qu'il faut aussi travailler à cela. Deuxième niveau, je pense qu'en tant que parent, il faut être aussi informé. Je pense qu'il faut informer, s'informer et informer les autres. Et tout dépend aussi du milieu dans lequel on vit. Pour nous, c'est facile de le dire à Cotonou. Mais dans un village, ça va être aussi quelque chose de difficile à faire. Et c'est là où les associations interviennent parce qu'elles ont l'information, elles peuvent faire beaucoup de sensibilisation, faire de la vulgarisation et permettre aux autres communautés de savoir. Et l'élément le plus principal pour moi derrière, c'est les bénéficiaires. La CDE, dans la Convention, établit que les enfants ont le droit à la participation. Il faut aussi que dans cet élément-là, le bénéficiaire joue aussi un rôle. Il n'est pas qu'assis pour demander, mais il peut aussi revendiquer. On peut l'accompagner à réclamer des changements
pour son bien-être. Et je pense qu'au-delà de ça, ça a du gros plaidoyer au niveau de tout ce qui va être accompagnement étatique, les bailleurs de fonds qui vont continuer à appuyer pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que moi, je peux ajouter. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit, il a parlé du droit à la participation. Et moi, ma réponse initiale, c'est de vraiment repartir à la source. Qui est la source? C'est les enfants. Donc, moi, en tant que juriste, à mon niveau, je dirais que les gens ou mes collègues ont cette obligation-là de faire en sorte de vulgariser le droit des enfants, mettre les enfants au cœur, créer des programmes de sensibilisation, créer des programmes qui apprennent aux enfants quels sont leurs droits, mais également quelles sont leurs obligations, parce que les deux vont de soi. Donc, vraiment les contextualiser, les mettre dans un contexte où ils apprennent ce qu'ils doivent revendiquer, justement. Et c'est vraiment à partir de là, parce qu'en étant enfant, ayant cette éducation-là, cet enfant-là grandit en étant un meilleur citoyen, en étant plus avisé, en étant plus éduqué et peut maintenant essayer de briser les barrières au niveau de sa communauté ou sur des échelles un peu plus grandes. Et en tant que futur parent, comme il a dit, c'est également s'éduquer et de ne pas forcément attendre d'être parent, mais de se préparer à être parent. Et ça commence dès aujourd'hui, ça ne commence pas au moment du mariage, vraiment travailler sur soi-même, s'éduquer pour briser vraiment les barrières et les traumas de génération en génération, enfin dans les générations à venir. Donc, voilà. Merci. Et pour vous? Alors moi, je dirais, si je prends la partie influenceur, créateur, personnalité, c'est de hausser la voix, de prendre la parole sur les sujets et de hausser la voix, parce que tous autant que nous sommes, on a des communautés, différentes communautés de différentes tailles, de différentes classes sociales. Et si tout le monde, tout simplement, porte le même message, qu'on voit le même message chez A, chez B et chez C, et que justement ce message-là va en faveur des enfants, et que le principal, c'est aider les enfants, être là pour les enfants, les gens vont intégrer. Parce que c'est comme à l'école, plus on bûche, mieux on réussit. Bon, en tout cas sur le papier. Plus on va entendre et plus certaines choses vont être, vont être normales. Plus ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas bien, plus les gens seront alertés justement sur le sujet. Donc, il faut qu'on parle. Et en tant que parent, je dirais, en tant que futur parent, faire des enfants, c'est pas forcé. Et ça, je regarde droit. Je regarde droit devant la caméra. Faire des enfants, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas forcé. Parce que faire des enfants pour faire des enfants, non. Faire des enfants lorsqu'on ne sait pas ce qu'ils vont manger, lorsqu'on n'est pas en mesure de les protéger, lorsqu'on n'est pas en mesure d'assurer le minimum pour eux sur le point de vue juridique, santé, sanitaire, ce n'est pas nécessaire. Les enfants, ce ne sont pas des jouets. Protéger les enfants, ce n'est pas... En fait, c'est un devoir. Pour les adultes, c'est une obligation. En tant que parents, en réalité, les enfants nous ont rien demandé. On a décidé qu'à deux, on va se lever, qu'on va pondre des enfants. Ben, derrière, il faut assumer tout simplement. Et puis, donc ça, c'est pour les futurs parents. Et puis pour les parents, protégez vos enfants. Vos enfants, c'est des bénédictions. Je dis souvent qu'il y a des gens qui cherchent des enfants avec torche, qui ont de l'amour à revendre, qui peuvent vraiment déplacer des montagnes et qui n'ont pas cette chance-là. Donc nous qui avons cette chance, outre le fait que légalement, on a le devoir de prendre soin d'eux, en fait, sur le plan humain, tout simplement, c'est vital, c'est important. Ils n'ont rien demandé. Alors, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez un petit message à faire passer. Ah, c'était pas déjà le petit message? C'est bon pour vous, je ne sais pas. Après, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, c'est bon. Non, moi, ce que je peux dire, c'est déjà que ce podcast est une belle initiative. Merci. Ça fait partie des éléments qu'on a cités, qu'il faille donner de la voix pour qu'on sache. Merci. Donc, je pense que il faut penser à le renouveler. Et puis, voilà, je pense que c'est un pas qu'on pose pour faire connaître des choses. Il ne faut pas s'arrêter juste à celui-là. Ça va jusqu'aux commémorations 16 juin et puis après, c'est fini. Voilà. Non, vraiment, bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. En plus, il n'y a que des jeunes... Bon, vous ne voyez pas derrière... vous ne voyez que nous.
Mais derrière, il n'y a que des jeunes, donc c'est dire à quel point ce sujet est important. Bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Et pour la voix que vous donnez aux enfants, en fait. C'est notre devoir. Alors, donc, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre contribution. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne suffit pas de décréter des droits. Il faut analyser derrière, les planifier, y mettre le budget qu'il faut et également le suivre au quotidien. C'est bien d'établir un budget, mais lorsqu'il est mal utilisé, ce sont les enfants qui en paient le prix. Donc, tout un chacun de nous, on a le devoir de s'informer par rapport à ces droits-là, par rapport aux avancées et à ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de ces enfants-là. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout à vous engager pour la cause des enfants parce qu'ils méritent tous d'apprendre, de rêver et de s'épanouir. À très bientôt.